Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matrescence. Vous écoutez l'épisode 132 de la saison 5. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. No big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçu dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. On voit rarement juste en ce qui concerne l'histoire des personnes que l'on rencontre, ou en tout cas, on s'en fait une idée qui peut être à l'opposé de ce qu'ils ont vraiment vécu. C'est exactement ce qu'il s'est passé pour moi quand j'ai commencé à travailler avec Roger. Roger est un coach d'entrepreneurs. Il les aide à développer leur business. Il a une approche que j'apprécie vraiment parce qu'il n'a pas une méthode toute faite, préconçue pour tout le monde. Il fait du sur-mesure en fonction de nos besoins. Son accompagnement est vraiment tourné vers le positif pour tirer le meilleur de chacun et de chacune. Au vu de sa capacité d'écoute, de remise en question et sa gentillesse, je n'aurais jamais pu penser qu'il avait vécu une enfance aussi violente. Dans cet épisode, il raconte la réalité d'un début de vie empreint de coups et d'humiliations. Il raconte comment, avec ses frères, ils ont puisé dans une résilience profonde pour ne jamais reproduire ce que ses parents leur ont infligé. En se livrant, Roger brise le silence sur les conséquences d'un début de vie vécu dans un environnement difficile, voire très difficile. C'est assez rare que les hommes parlent publiquement des violences subies pour aider d'autres à s'en sortir et surtout à ne pas se laisser piéger dans la répétition. Aujourd'hui, Roger est papa de 2 enfants et c'est en commençant sa formation de coaching qu'il a pris le temps d'explorer pendant 1 an les conséquences de cette éducation dans sa vie. Il a eu la chance d'avoir un espace pour parler à cœur ouvert de cette violence et ça a été salvateur et lui a permis d'envisager la paternité avec plus de tranquillité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Roger. Salut Clem. Ça va ? Ouais, je suis hyper content de faire ce podcast avec toi. J'en fais pas souvent en plus, des podcasts. Non mais c'est vrai, et je dois même dire que tu m'as même donné le rendez-vous quand on devait le faire, quoi. C'est toi qui l'as organisé, t'as été fort. Donc c'est bien, ça me change, je cours pas après les gens avec toi, c'est très bien. Ouais, ça a été facile, on s'est synchro et là j'ai hâte de voir ce que ça va donner et toutes les questions que tu vas me poser. En plus c'est des sujets que moi j'aborde pas vraiment en plus de manière globale. Je parle très peu de moi à titre perso. J'ai fait 2-3 fois sur 1 ou 2 conférences. Mais généralement, c'est vrai que c'est pas des choses que j'aborde et la parentalité encore moins. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va sortir de notre échange. Bah souvent, je pose cette première question aux femmes parce que le titre du podcast c'est la matrescence, mais la patrescence existe. Est-ce que toi, tu as eu la sensation, que ta vie a changé ou il y a eu une différence au moment d'accueillir ton premier enfant, ton garçon ? Ça a été un bouleversement à plein de niveaux. Parce que moi, déjà, à l'origine, aussi petit que je me rappelle, je voulais pas d'enfant et je voulais pas me marier. Pas du tout. Et je voulais vraiment pas d'enfant. Je trouvais ça chiant. Je trouvais que d'avoir des enfants, je trouvais mes parents, je fais, mais quelle idée d'avoir fait 3 garçons. En plus, on était 3 garçons. Donc, moi, déjà, dès petit, je voulais pas d'enfant. Donc, j'ai de la chance d'avoir l'occasion de changer d'avis. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai 2. Mais pourtant, j'étais certain de pas en avoir. Donc, forcément, quand on a eu notre premier enfant, qui est un garçon qui s'appelle Roméo. Ça a été un gros questionnement de est-ce que tu as vraiment envie de devenir papa ? Est-ce que toi dans ta tête
pour de vrai, tu voulais pas l'être. En tout cas, t'as jamais voulu l'être de manière globale. Tu savais que c'était dans un coin de ta tête, que possiblement ça se passe très bien avec ma femme Nara, avec qui je suis toujours, et ça se passe aussi toujours très bien. C'était très logique pour elle qu'on ait des enfants, alors que moi pas du tout. Bon, moi c'était pas forcément très envisageable, et je lui disais très souvent. Parce que je veux pas me marier, je veux pas d'enfant, quoi. Juste que tu sois d'accord. Et on a discuté il y a pas très longtemps. Je lui ai dit, mais ça t'a pas inquiété? Et elle m'a dit, mais j'y croyais pas une seule seconde. Donc, elle était plus convaincue que moi sur le sujet. Et quand notre premier enfant est arrivé, forcément, il y a du questionnement. On se pose beaucoup de questions. Et en fait, l'idée de ne pas le garder, c'était plus dur à vivre. Bizarrement, j'ai commencé à le vivre comme ça. C'était plus dur de me dire que non, ça va pas se passer. Genre, finalement, tout se passe bien dans nos vies, tout est bien, j'aime la personne avec qui je suis, on a un enfant, le cycle arrive, le cycle de la vie d'un couple s'enclenche, en tout cas sur cette partie-là. Et donc forcément, on se pose beaucoup de questions. Je lui dis, en fait, toutes les choses qui arrivent je vais perdre ma liberté, j'avais envie de faire plein de choses, c'est peut-être pas le bon moment pour avoir un bébé. Peut-être que ça va remettre en cause aussi notre vie de couple. Il y a plein de questionnements qui sont arrivés, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma tête, très égoïstes. C'était purement égoïste de mon côté, de me dire ça va m'empêcher de faire des choses. Et en fait finalement c'est avec un peu de recul, en tout cas avec le premier, avec mon fils. Aujourd'hui je dis encore cette magnifique phrase que je détestais entendre quand j'étais pas parent, mais tu peux pas comprendre tant que tu l'as pas. Je le comprends que mieux entre guillemets aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, c'est que je pense que je serais passé à côté de quelque chose dans ma vie. Si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais potentiellement jamais pu comprendre ou découvrir tout ce que ça représente d'être papa. Donc oui, énormément de questionnements et avec une conviction que j'allais pas avoir d'enfant en plus. Donc en fait, finalement, j'en ai deux aujourd'hui. Donc énormément de questionnements et de belles surprises. Donc de ce que je comprends, Roméo, il était pas prévu finalement? C'est un cadeau de la vie? En fait, il était dans le package, il était prévu, entre guillemets, dans la tête de ma femme. Et en fait, nous, on a eu Roméo au moment où on allait se marier. Genre, on se mariait dans l'année, en fait. On allait se marier. Et un jour, Nara, elle arrive, elle dit, je suis enceinte. Et là, c'était, c'était on se marie. Il y a tout le package, genre une année qui arrive. Et on se dit, waouh! Genre mariage, enfant, elle, tout ce que ça représente de se marier à ce moment de notre vie. On a nos 10 ans de mariage là dans quelques semaines, donc on est quand même mariés depuis quelques temps ensemble. Donc on était relativement jeunes quand on s'est mariés. Donc il y a tout ce que ça représente aussi de se marier, tout le contexte qu'il y a, et faire la fête derrière aussi. Et en fait, nous on s'est mariés, on a eu un enfant et toute la vie a commencé. Donc je pense que dans le parcours, ça arrivait un peu trop tôt. En tout cas, on s'est pas imaginé que ça arriverait aussi tôt. Et en fait, finalement, c'était rigolo parce qu'on s'est marié, elle était enceinte. Elle était enceinte de 3-4 mois. Et le lendemain du mariage, je me rappelle, boum, le ventre est sorti d'un seul coup. Il est sorti littéralement. C'était relativement impressionnant. Beaucoup plus tôt que ce qu'on aurait pu imaginer si on avait planifié, en tout cas, cette partie-là. Tu parlais de ton enfance, tu te souviens depuis toujours que tu voulais pas d'enfant et tu voulais pas te marier. Tu sais d'où ça vient? Je crois que c'était chiant d'être parent. Quand je voyais mes parents, je me dis, putain, c'est nul en fait. Tu dois toujours t'occuper de quelqu'un, tu dois toujours être en mode, tu sais, genre tout. Et je pense que eux, ils ont pas trop aimé être parents non plus. J'aurais jamais véritablement posé la question, mais je trouvais ça chiant, tu vois. Tout petit, je me disais, mais en fait, c'est chiant. En plus, on est trois garçons toujours. J'étais pas la personne la plus calme, on va dire. Moi, j'étais très très chiant quand j'étais petit, de manière globale. Pas méchant, mais chiant. Donc je me disais putain, genre pourquoi je vais m'infliger d'avoir des enfants dans ce contexte-là? Je sais pas véritablement s'il y a une raison autre que celle-ci dans le fait de pas vouloir être parent. Je pense qu'il y avait ce truc de liberté, je pense. J'ai toujours eu ce truc de vouloir être libre le plus possible et d'avoir des enfants. Pour moi, ça représentait pas de la liberté. Pas comme je l'imaginais dans plein de sujets. Donc je pense que tout de suite moi enfant égale complication, égale sujet compliqué à gérer parce que mes parents ont très mal géré nous quand on était petits. Donc je me suis dit en fait non, ça va être chiant d'avoir des enfants. Et tout est chiant dans le fait d'en avoir. Est-ce que tu sais ce que c'est ton premier souvenir d'enfance? Je crois que je me souviens de quasiment toute mon enfance. Mon premier souvenir, il est de avant d'être à la maternelle.
J'ai des souvenirs de quand j'habitais à Paris, quand on habitait du côté de Clignancourt, avant de rentrer à l'école maternelle. Je me rappelle de mon entrée à la maternelle, ma première année de maternelle quand j'étais à Paris. Je me rappelle de énormément de choses, énormément. Mais avec des fois on se dit, on peut imaginer que c'est des scènes. Non, moi j'ai des séquences de vie aussi petites, très petits, que je me rappelle. Genre mon entrée avant de rentrer à la maternelle. Je me rappelle du chemin qu'on faisait, je me rappelle de l'école, je me rappelle d'où est-ce que j'étais assis, je me rappelle du crayon de couleur bleu et rouge que j'utilisais à l'école, je me rappelle de comment était la cour de récréation, je me rappelle de énormément de choses. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rappellent pas de ça. Je me rappelle de quand on a déménagé pour venir en Picardie, je me rappelle des allers-retours qu'on faisait, j'ai énormément de souvenirs. Ça me surprend plus aujourd'hui, mais quand je pose la question à des gens que tu me poses, que tu te rappelles, ils se rappellent pas de leur enfance, ou très peu, tu vois. Comment est-ce que tu décrirais, toi, ton enfance ? Je pense que c'est catastrophique. Catastrophique. Vraiment catastrophique sur plein de sujets. Mon père, je pense que de manière globale, il a perdu ses parents jeunes, sa mère jeune quand il était petit, et c'était les enfants d'après-guerre, entre guillemets, presque, tu vois. Donc violence, gros sujet de violence. Élevé par son père tout seul, parce que sa mère était décédée quand il était tout petit. Et ma mère, je pense que potentiellement instable sur pas mal de sujets, qui s'est mis avec quelqu'un d'instable également. Donc ça donne deux personnes qui sont potentiellement pas très stables, qui font des enfants. Ça partait en couille relativement souvent. Plus petit, c'est quand même mon père qu'on a plus constaté qui était de manière instable, autant sur la violence physique que psychologique. C'est ça que le package qui était compliqué entre guillemets, c'est que c'était physique et psychologique. Ça faisait mal physiquement, mais ça faisait mal aussi mentalement. C'est-à-dire que c'était de la peur constante. Mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle je me souviens aussi bien de mon enfance. Oui. C'est qu'en fait, ça a été excessivement violent rapidement. Genre aussi petit que je me rappelle, je pense que ça a imprimé émotionnellement dans ma mémoire plein de sujets. Donc violent tout de suite, donc faut être ultra attentif tout de suite. D'où le fait que j'étais ultra et ce qui est un atout aujourd'hui dans ma vie d'adulte, c'est que j'ai une sorte d'ultra attention à beaucoup de sujets qui me permettent d'imprimer beaucoup de choses émotionnellement. Mais je savais pas que c'était violent entre guillemets. Mon cerveau, je pense que lui, il le comprenait. C'est pas fait consciemment en me disant faut que je m'en rappelle. Mais sinon, c'était très compliqué jusqu'à temps que mon père décède. Ça a été ultra violent tout le temps. Genre, mais quand je dis violent, j'en parle jamais véritablement, donc je pense que c'est aussi un bon endroit pour pouvoir le dire. Mais quand je dis c'est violent, c'était des coups de poing, c'était des je te jette contre une porte, tu casses une porte avec ton corps. C'était il faisait je le raconte dans la conférence, il faisait des nœuds. Il y avait un martinet chez nous. Il faisait des nœuds sur un martinet pour nous faire encore plus mal avec le martinet. C'était des coups de ceinture, c'était des sentences dans des salles de bain, nous trois, en attendant de savoir ce qui allait se passer, en disant qui va se manger un coup de ceinture et où. C'était des rentrées de l'école, obligé de mettre des vêtements. Je mettais 4 slips, 2 pantalons, des t-shirts, parce que je savais que quand j'allais rentrer, j'allais me faire défoncer. C'était très très violent. Je pense que je dis violent, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot violent, mais ça c'était que les coups. Ça qui est ouf, ça que c'était, on se dit déjà rien qu'avec ça, avec un peu de recul, on se dit putain c'est que des coups, tu vois. Ils faisaient ça quand il y avait du monde autour de nous. Donc en plus de se faire mal, physiquement, on avait la honte publique parce qu'ils faisaient ça devant nos amis. C'était tout le temps en fait, genre c'était excessivement dur. Si je dois dire un peu compliqué, ce serait le mot le plus sympathique pour dire que c'était très 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 compliqué, mais pas avec la conscience que c'était très compliqué, hein, par contre. C'est normal. C'était dur, mais pas avec la conscience. Quand on est enfant, la normalité, c'est ce qu'on vit. Et toi, t'étais en hypervigilance. C'est ça le terme où voilà, c'était le terme. L'hypervigilance que t'as développé pour anticiper les émotions de ton père et savoir comment réagir pour éviter d'avoir de la souffrance. Je l'ai regardé, ton TED Talk. Franchement, c'est dur à regarder. Parce qu'au fond, moi, je suis mère, je suis adulte et je me dis, mais comment on peut infliger ça à un enfant ? Toi, t'en parles avec une certaine légèreté et sûrement une distance et même il y a des fois où tu te reprends. Et il y a quelque chose que tu dis au tout début de ton TED Talk qui m'a interpellée, où tu dis que c'est grâce à ta femme, finalement, que tu as pris conscience que c'était pas normal. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, j'ai pas fait un TED, hein. C'est une dans TED, la conférence. c'est une conférence Oui. Comme ça. Peut-être un jour, je ferai un TED. Mais c'est ouf. J'ai appelé mes frères. Un jour, on regarde un truc à la télévision et on est peut-être 1 ou 2 ans avant de se marier.
Et on voit une émission à la télé, on voit un enfant qui se fait frapper par ses parents sur un truc de, je sais pas quoi, de violence. Et je regarde Nara, je fais, ça va. Elle regarde, elle me tourne la tête comme ça, elle me dit, ça va quoi, genre. Mais je fais, bon, il en a pris une, mais moi, j'en ai pris plein. Elle me fait, comment ça, t'en as pris plein? Et là, je la vois qui est ultra interrogative, qui me dit, genre, je connais pas ce que tu, genre, elle ne sait pas, ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble, quoi. Je connais pas cette partie-là que tu vas m'évoquer, donc elle est en mode, attends, non. Et là, je lui explique. Et là, elle me regarde, elle me fait, mais tu sais que c'est pas normal? Moi, dans ma tête, je savais que c'était pas normal. Il y a jamais quelqu'un qui m'avait dit que c'était pas normal. Personne m'avait dit, putain, mais c'est pas normal, entre guillemets. Je pense que je le savais dans le rapport que c'était, de le vivre, mais personne m'avait dit, putain, tu sais que c'est pas normal. Donc là, moi, c'était un peu la douche froide à ce moment-là. Je me dis, putain, c'est pas normal. Genre, ça tourne dans ma tête un peu, ce truc de c'est pas normal. Et je ne lui donne que des brides de choses qui me sont arrivées. Donc elle est en mode, waouh, ok, genre, c'est quand même très bizarre. Et j'appelle un de mes frères et je lui dis, putain, j'ai raconté à Nara un peu ce qui nous est arrivé. Nara, elle m'a dit, putain, mais tu te rends pas compte de ce qui t'est arrivé, tu vois. Et moi, je dis à mon frère, je fais, mais toi, entre guillemets, tu t'avais conscientisé tout ça? Et il me fait, non, mais mec, tu débarques ou quoi? Il me fait, tu débarques? Il fait, ben non, mec, c'était pas normal, tu vois. Genre, c'est pas du tout normal. Et moi, je savais que c'était pas normal, mais je savais pas que c'était pas normal à ce point-là, dans ma tête, tu vois. Et j'avais 24 ans. Donc, il y a pas si longtemps que ça, entre guillemets. Donc, je suis en mode, putain, mon frère, il me fait, non, mais, mec, tu débarques, genre, bien sûr que c'était pas normal, tu vois. Bien sûr que c'était ultra compliqué. Mais je le savais, mais je l'avais jamais entendu. Bizarrement. J'avais jamais entendu quelqu'un qui, mec, c'est pas normal. Donc ça a bouleversé quand même pas mal de choses dans ma tête. Je me suis dit, oh putain, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. C'était un peu bizarre. Déjà, même le fait de le dire et d'en parler. Moi, j'en parle dans la conférence, hein, je m'étais dit, faut que tu parles de rien à personne pour pas être, ce que je disais, et ce que je me suis dit, en tout cas, c'était ces phrases-là et ces mots-là. Je vais te, mec, tu vas pas terminer en mode cassos, quoi. Genre, c'est suffisamment compliqué pour toi. Genre, tu vas te taire, tu vas rien dire. Et tu vas faire comme si tout était toujours allé tout trop bien dans ta vie, tu vois. Toujours trop bien. Genre, tu te tais. On te pose des questions sur tes parents, tu dis, ça se passe bien, c'est ok. Non, faut que ce soit le plus lisse possible. Donc, je pense que je me suis aussi ancré là-dedans en disant, non, c'est lisse, tout est bien. Tu t'essayes de faire pour que on y ait pas de pitié, pour pas qu'on te prenne un peu en compassion, qu'il y ait pas de, putain, en fait, c'est quoi ces enfants, tu vois. Je leur dis, putain, mais c'est quoi cette famille, c'est quoi cette vie. Je voulais pas vivre ça, donc j'ai fait, tout est normal. J'ai un peu standardisé le truc. Et un jour, on m'a dit, Nara, qui me dit, mais attends, mais tu sais, c'est pas normal. Donc, ça a un peu niqué mon plan mental. Ça a un peu niqué mon plan mental à ce moment-là. Et finalement, c'est une très bonne chose, hein, parce que sinon, je serais pas en train de discuter et d'en parler. Que je pense que j'aurais enterré ça. Et j'avais enterré ça ultra profond. Et que le truc est sorti d'un seul coup, un peu en mode genre, va falloir en discuter. Va falloir que t'en parles. Et à partir de ce moment-là, tu as une prise de conscience réelle sur les violences, parce qu'il faut le dire, c'est des violences anormales que tu as vécues enfant. On n'est même pas sur une petite tape sur la main. Là, on est dans de la violence excessive, de l'humiliation. De toute façon, quand il y a violence physique, il y a toujours violence psychique. Hein. C'est avec les deux, c'est lié. Tu te dis, je vais me faire aider, je vais essayer de comprendre, ou comment est-ce que c'est un trop gros chamboulement? Qu'est-ce que ça te amène à faire comme chemin? Franchement, maintenant que je suis papa, ce truc psychologique, je sais à quel point c'est horrible à vivre. Et juste quand je fais les gros yeux à mes enfants de temps en temps, juste je leur fais les gros yeux, tu vois, genre je vois l'impact que ça a sur eux. Et quand je dis que c'est psychologique, c'est que il était chauffeur de bus et des fois il me faisait venir dans le bus, il me mettait devant tout le monde et il se foutait de ma gueule devant tout le monde dans le bus. Faut montrer, regarde, il est nul, blablabla. Bla, bla, bla. Donc il faisait des trucs comme ça, donc tu te dis putain, genre l'impact. Genre tu te fais humilier, mais en plus il y a tous tes amis, il y a tes amis du collège qui sont là, qui voient ton père te foutre la honte, tu vois. Et tu dis putain, genre ça s'arrêtait jamais, donc t'étais toujours en hyper vigilance, tu vois. Genre tu te dis putain, en fait ça peut arriver n'importe quand, n'importe quel moment, qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas du monde, ça peut tomber, tu vois. Il y avait pas de zone safe en disant merde, genre même dormir, tu sais, ils nous réveillaient tôt le matin, t'as pas le droit de dormir. C'était constamment, tu vois, constamment. C'était très bizarre. Même moi en le disant aujourd'hui, je me dis mais c'est un truc de ouf. Je me dis c'est un truc de ouf. Je rigole nerveusement, je pense, mais je me dis c'est un truc de fou. Mais à ce moment-là,
Psychologiquement, il y en a toujours, mais il était sur un niveau où c'était au même niveau que les coups physiques. Genre, c'était intense, quoi. Alors, c'était intense. C'était assez psychologique. Si je reviens à la question qui était... Une fois que tu as pris conscience que c'était pas normal, ton enfance, que tu as vécu des violences, qu'est-ce que tu fais dans ton cheminement? Bah, franchement, déjà, rien que de le dire et de devoir l'évoquer, je pense qu'il se passe quelque chose, entre guillemets. Je sais pas véritablement quoi, mais je me dis, putain, merde, genre... je comprends pourquoi tous les gens qui m'ont rencontré au fil de ma vie, ils me disaient, mais mec, genre, ton père est décédé, t'es tout seul, à partir de 18-19 ans, je me retrouvais en vadrouille un peu partout. Ma mère a pris le relais sur l'aspect psychologique à sa manière. Donc, en fait, on a découvert que ma mère lui faisait péter un câble à mon père, qui, en fait, ma mère émettait les sentences, entre guillemets. Pas directement, mais elle, grosso modo, elle disait, Roger, il a fait ça, il mérite, quoi. En fait, nous, quand mon père est décédé, on a découvert cette partie de ma mère qui, elle, psychologiquement, a tout fait pour que ce soit compliqué pour nous. Je crois que c'est une des rares fois où je parle véritablement de son rôle dans cette histoire. Après la mort de notre père, moi j'avais 18 ans, j'allais avoir 19 ans. Et donc elle a joué son rôle de maman, ça se passait très très mal, hein, mes deux parents ensemble, ça criait, ça se passait pas bien. Je pense que pour elle aussi, ça a été aussi excessivement dur aussi sur plein de sujets. Mais non, maintenant elle a trois garçons. Trois garçons, dont un qui va avoir 19 ans, Robin il allait avoir 16 et Romuald 14. Donc bon compliqué quoi. Et donc là son véritable visage, en tout cas le visage que moi je découvre de ma mère à ce moment-là, et pas le visage que tu penses découvrir quand tu penses que les choses se terminent et que c'est compliqué. On découvre quelqu'un qui décide de potentiellement vivre sa vie et que ses enfants sont potentiellement pas la meilleure chose à avoir dans sa vie pour vivre en tant que femme. Donc elle nous fait la misère, littéralement elle nous fait la misère. Elle fait la misère plus à mon frère qu'à moi. Que moi j'ai pu partir, faire des aventures un peu à droite à gauche. Je partais mais je revenais. Donc ça a été plus chiant pour un de mes frères, Robin. Pour le coup là ça a été plus compliqué sur plein de sujets, mais pas violent physiquement. C'était violent, pareil le même système. C'était ça s'arrête pas. Ça coupe l'électricité, ça coupe internet, ça remplit pas le frigo. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça qui paraissent débiles, tu vois. Tu dis putain en fait non en fait ça va pas s'arrêter. Aujourd'hui on n'a pas de communication depuis maintenant 13 ans. J'ai plus du tout de communication avec elle et je ne suis pas malheureux. Ça me fait du bien de pas être en contact avec elle, plus que d'être en contact avec elle sur plein de sujets. Le fait de grandir avec ça, je me rends compte que toutes les personnes qui me rencontraient, ils me disaient putain mais en fait Roger, mais mec, c'est ouf ce qui t'est arrivé quoi. Mais moi je me rendais pas compte. Je disais mais non ça va. Et puis je pensais que j'étais chanceux. Je passais mon temps à me dire que putain j'arrivais toujours à rebondir. C'est galère, mais j'arrive à rebondir. C'est galère, mais j'arrive à trouver une solution. C'est galère, mais j'arrive à obtenir ce que je veux. C'est galère, mais j'arrive à rencontrer des gens cool. C'est galère, mais j'arrive à vivre quelque part. C'est galère, mais j'arrive toujours. Donc je me dis, putain, en fait, j'ai trop de chance. Je passe mon temps à me dire que j'ai trop de chance, tu vois. Déjà tout petit. Donc moi, dans ma tête, je me dis, mais en fait, c'est galère, mais pour de vrai, ça pourrait être vachement pire et t'as quand même pas mal de chance. Et là, au moment où je découvre que c'est pas normal, je comprends toutes les petits... Mes copines, certains amis qui me disent putain mec genre comment c'est possible d'être aussi équilibré avec tout ce que t'as vécu, tu vois genre. Et je la comprenais pas cette phrase. J'étais en mode équilibré de quoi les gars, genre c'est tout le monde en fait, c'est galère pour tout le monde et je me rendais pas à quel point c'était galère en fait. Donc j'ai compris, maintenant je comprends avec le recul, je me dis OK, je comprends pourquoi les gens ils sont en mode genre putain mais Roger c'est petite perf quoi, perf intéressante. En fait, perf intéressante de ton côté. Tu t'es construit avec des parents mais sans papa et maman. Parce que le rôle de papa et maman, c'est de protéger. Eux, ils ont été père et mère et ils t'ont... Tu vois ce que je veux dire ils ont jamais passé le pas d'être papa-maman. Ils sont restés père-mère, voire même tes bourreaux. Et t'arrives à avoir, cet équilibre, t'aurais pu, comme tu dis, reproduire beaucoup de violence, te détruire... ce qui paraît très logique vu la construction que tu as eue. Et tu as eu une énorme force mentale pour faire l'inverse. Et on en parlera après dans ta carrière. Mais toi, quand Nara t'explique mais c'est pas normal, tu détricotes tous les fils. Comment est-ce que tu fais ça? Je repense à toutes les personnes qui me disent putain mec c'est ouf ce que t'as fait. Je comprends que je suis hyper résilient. J'ai une sorte d'hyper résilience mais pas... Je pense que la résilience, c'est pas, on est tous résilients et on a plein de choses dans la vie qui vont
exacerber ou non certains de ces aspects. Je pense que moi, la bonne nouvelle, c'est que j'ai la chance de pratiquer relativement tôt la résilience sans savoir que c'en était entre guillemets. Hein. Donc là, je commence à comprendre. Je me dis ah ouais, ok, d'accord. Je comprends pourquoi je suis aussi parfois dur quand j'entends les histoires des gens et que je suis en mode genre ça va, on se détend, tu vois. Genre je suis c'est bon, on se détend. Bon, tu vois, genre je vois que je suis un peu. Ma femme disait à l'époque, ce qui n'est pas du tout le cas, ça qui est ouf. Genre t'es sans cœur, quoi. Genre ça te touche pas. Mais parce qu'en fait, la base pour moi, elle était tellement haute que je suis en mode genre ça va et on se détend. Ton spectre de ce qui est la normalité, la violence, il est très large. Donc t'as pas la conscience que ce qui est la normalité, puisque tu n'as pas été élevé par des gens qui t'ont montré que c'était anormal d'être maltraité. Et surtout, je me dis, mais en fait, c'est ce que j'ai réussi à standardiser comme étant quelque chose de dur. Il y a eu des décès, il y a des coups, il y a plein de trucs. Quand je me dis, c'est horrible ce que je vais dire, mais à l'époque, quand quelqu'un me dit, bah putain, j'ai perdu mon père quand il a 80 ans, je dis bah normal, genre il est vieux. Tu sais, genre je suis en mode genre c'est le cycle de la vie normale. C'est pas que j'éprouvais pas de tristesse, mais je dis bon bah normal, tu vois. C'est pas dur, c'est ok. Et c'était un peu genre putain mec, tu comprends pas. Et ce qui était très bizarre, en tout cas avec cet aspect-là, c'est que en fait je comprends que je suis ultra émotionnel sur plein de sujets. Je pense que ça a été tellement dur à gérer que mon mental j'ai dit mais je l'ai fait consciemment. Hein. Il y a un moment j'ai compris quand j'étais petit, je gérais mal les émotions, c'était ultra compliqué. Encore aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec ce sujet-là, même si il y aura peut-être du taf à faire sur certaines choses, mais je savais qu'émotionnellement parlant, j'étais là aujourd'hui, je peux limite pleurer pour un truc à la con que je verrais à la télé, qui est genre émotionnellement, je sens que ça monte. Et quand j'étais petit, j'ai senti qu'il y avait ça. Et je me suis dit, mec, il faut que tu te blindes à mort. Il faut que ce soit pas possible qu'on vienne te chercher là-dessus. J'ai fait, mec, on se blinde, hermétique. Alors que pour de vrai, je pense que je suis comment on appelle ça? Hypersensible. Je pense que je suis un hypersensible de ouf. Quand je vois quelqu'un qui se fait mal à la télé, genre ça me fait mal à l'endroit où il se fait mal, tu vois. Genre ça me fait des trucs un peu comme ça, tu vois. Donc je me dis, hop, tout petit, j'ai fait, hop, ça va être compliqué à gérer ça. Faut que tu te blindes, bam, et tu te bloques de toute émotion négative. Et positive, c'était ok. Mais tout ce qui est négatif, tristesse, quoi d'autre? Tristesse. La colère. Ouais, peur. Je dis, terminé. Ça, toi, t'as pas besoin d'avoir accès à ça. Genre, c'est ok, pas besoin de le voir à gérer. Tu l'accueilles pas, c'est pas pour toi, tu vois. Donc, en fait, finalement, alors que j'étais hyper empathique, je pense. Et je le suis encore aujourd'hui à plein de niveaux. Donc, ça me permet de découvrir ça aussi. Je me dis, putain, mais en fait, ça, tu l'as enfoui. Et je pense que c'était aussi une bonne strat pour continuer d'avancer en tant qu'adulte. Mais ça me permet de découvrir ça. Je dis, putain, mais en fait, quand t'en parles, t'as la gorge qui se serre, t'as possiblement des larmes qui montent, alors que normalement, ce sujet-là, si c'était pas si grave que ça, ou si t'étais à l'aise avec le sujet, ça te ferait pas ça, pour le coup. Donc, je suis en mode genre, putain, mais en fait, y a des trucs qui peuvent te toucher en 3 secondes, que tu pensais potentiellement ne pouvaient plus te toucher, tu vois. Donc, je me dis, ah ouais, donc la porte, elle commence à s'ouvrir sur plein de sujets, sur cet aspect-là. Donc, je suis en mode découverte, quoi. Je me dis, putain, c'est ok. Ça, c'est pas ok. Ça, quand j'en parle, c'est compliqué. Ça, quand j'ai pas envie d'en parler. Ça, quand j'en parle, je dis pas toute la vérité parce que je nuance encore. Donc je continue de nuancer, je continue de me dire ouais, c'est pas trop grave. J'essaye de minimiser, tu vois, genre beaucoup de choses. Je suis en mode genre on n'y va pas pour de vrai. Donc je découvre que toutes mes strates, comment je me suis protégé de ce truc-là et que aujourd'hui potentiellement, si je reste là-dedans, ce sera plus dur à gérer plus tard. Mais si elle m'avait pas dit ça, c'est normal et que je découvre toute ces strates de manière globale. Je pense qu'aujourd'hui, je serais un cœur de pierre, comme dirait Nara. À l'époque, ce qui n'était pas du tout le cas en plus de ça qui est ouf, j'aurais pas découvert qu'en fait, genre les émotions c'est ultra stylé et que je pense que je suis quelqu'un de hyper émotif à bien des égards sur plein des sujets et parfois sur des sujets débiles. Mais encore aujourd'hui, je m'autorise pas à pleurer, bizarrement. Alors que je pourrais pleurer sur des trucs à la con, tu vois. Une fois, je suis au cinéma avec mon fils, il y a un truc qui se passe. Moi, je suis en mode genre je sens le truc monter, je regarde mon fils. S'en bat les couilles, je fais, je vais pas pleurer, là. Je pourrais pleurer maintenant pour un truc aussi débile que maintenant. Et encore aujourd'hui, je m'autorise pas à le faire. D'ailleurs, je t'ai posé la question de si ça t'a bouleversé de devenir père. Comment est-ce que t'as envisagé d'être parent quand t'as eu des parents aussi défaillants qui t'ont fait subir des choses complètement anormales? Comment tu t'as cheminé pour te dire je ferai jamais vivre ça à mes enfants?
c'est presque facile parce qu'ils ont tellement tout loupé que je me suis dit, avec la bonne nouvelle, juste déjà dans ma tête, si je suis pas violent, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné sur plein de sujets. Genre, je serai pas violent, donc je ferai jamais ça, tu vois. Donc encore aujourd'hui, j'ai ne serait-ce que même jamais mis une claque sur la main à un de mes enfants. Je fais les gros yeux, je fais le papa pas content de temps en temps. En termes de violence, il n'y a pas de violence. Et en fait, ce qui était rigolo, ce qui est intéressant dans ce que eux ils ont fait, c'est que comme ils ont merdé sur quasiment tous les points, en termes de communication, c'était pas bon. On faisait pas de câlins. Bah, on fait pas de câlins, donc si on fait pas de câlins, bah, il y a pas de contact physique, il y a pas de toucher. Bah, j'ai juste à faire des câlins à mes enfants. On se disait pas je t'aime, il y avait pas de je t'aime à la famille, il y avait pas de truc. J'ai juste à dire je t'aime à mes enfants et je leur dis tous les jours, tous les soirs. En fait, pour de vrai, presque trop facile, parce que ils ont tellement merdé sur plein de sujets que moi, je me dis, bah, j'ai juste à faire l'inverse de ce qu'ils ont fait, de regarder les autres familles, parce que je me greffais dans d'autres familles, j'observais beaucoup, ça se passait bien, il y a des familles où ça se passait bien. Enfin, anecdote de ouf, j'avais une copine et j'étais chez elle, mais c'est dingue quand j'y repense, l'anecdote elle est dingue, en fait elle est tellement stupide, mais en même temps elle est ouf de à quel point j'avais pas conscience. Je vais chez elle, sa mère me demande qu'est-ce que je veux manger. On était le midi, elle fait tu veux manger quoi ce midi? Je la regarde en mode genre, je peux choisir ce qu'on va manger, genre pour de vrai. Et j'avais vu son père appeler sa femme ma chérie, et je me suis dit, c'est quoi cette maison, tu vois? Tu peux manger ce que tu veux le midi, genre on te demande, et c'est pas genre tu demandes et on te dit ah c'est bon, relou, non bah tu mangeras ça. Non, c'est tu demandes et tu l'as. Ça paraît débile, mais tu demandes et tu l'as. Et je vois son père qui dit à sa femme ma chérie, je t'aime, et moi je suis comme ça. Je regarde et je me dis putain c'est ouf. Genre donc en fait j'ai vu qu'il y avait un autre système aussi, de ça pouvait aussi bien se passer. Donc moi je me dis bah écoute moi je veux faire ce système là, tu vois. Ce système-là, il m'intéresse vachement plus que les cris, les coups compliqués, tu vois, tout est tout constamment compliqué. Je fais, bah non, ce système-là, il me plaît vachement plus, tu vois. Et je voyais que leurs enfants, ils aimaient leurs parents. Moi, j'étais en mode genre, putain, j'en avais peur. Donc il y a plein de systèmes. Je me suis dit, bah en fait, moi, je veux le système de cette famille-là, je veux le système de cette famille-là, je veux avoir ce comportement-là, je veux avoir ce truc-là, mais avec toujours l'appréhension. Et j'en parlais avec Nara. C'est pas un sujet que j'aborde souvent et j'ai quand même un avis relativement dur sur moi. Dans ma tête, j'ai l'impression de pas être un bon papa. Et je pense que je serai jamais un bon papa, pour de vrai. Et donc, je me retrouve à dire, je vais cibler des familles, inconsciemment, ce système de famille-là. Mais il y a toujours cette peur, quand même, de se dire, en fait, peut-être je peux merder à un moment, tu vois. Alors, je peux peut-être merder, pas être de faire tout l'inverse. Parfois, le truc reste tes parents. Et moi, j'ai pas envie de faire ce truc-là je veux faire l'inverse de ça. Je veux cette famille-là, dans ce contexte-là. Donc, je veux reproduire ce que j'ai vu et pas éviter le truc à la con. Alors que là-bas, c'est, pour de vrai, j'ai qu'à faire l'inverse de ce qu'ils ont fait. Et je suis quasiment sûr de gagner, ne serait-ce que dans mon rôle et de ce que je peux donner comme vision d'être papa. Donc, j'ai pris en compte les autres familles pour devenir papa et en faisant en tête, je ne taperai jamais mes enfants. C'est obligatoire. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Genre si je le fais, j'ai l'impression que ça y est, je passe dans la catégorie mes parents, ce que je ne veux pas du tout. Donc je me dis non, je le ferai pas. Je le ferai pas. Donc je pense qu'il y a ça. Je me suis dit hop, ça non, ça oui, allons-y et allons voir comment ça se passe quand je me comporte comme ça. Mais c'est pas évident tout le temps entre guillemets, tu vois. Alors c'est pas évident tout le temps. Moi je remets constamment mon rôle de papa. Je trouve que ma femme elle est exceptionnelle. Je passe mon temps à lui dire, je fais putain, mais quand je te regarde, je suis admiratif de ton rôle de maman. Je me dis putain, ça doit être trop cool d'être tes enfants entre guillemets. C'est trop cool. Ça doit être trop cool. Elle est trop gentille. Elle comprend, elle est compréhensible. Il y a elle est douce. Moi je me dis putain, je suis un peu un papa un peu qui fait grave des câlins. Elle serait là, elle dirait pas ce que je suis en train de dire, mais d'être le papa un peu dur, alors qu'en fait je pense que pas du tout. Mais tu vois, je me dis je suis pas top comme papa, tu vois. Je pourrais être vachement plus je sais pas quoi en fait. Je sais pas, plus papa, peut-être plus. Alors je fais grave des câlins, mais je pense que je suis un peu trop dur avec moi sur ce rôle de papa, pour de vrai. Est-ce que quand même t'as conscience que c'est énorme ce que t'arrives à faire d'avoir brisé le schéma générationnel, de ne pas reproduire cette violence, d'en avoir conscience. La plupart des gens qui tapent aujourd'hui leurs enfants ont été tapés. Ils reproduisent inconsciemment quelque chose qu'on leur a appris parce qu'on leur a dit que c'était la normalité et qu'il n'y avait que comme ça qu'on pouvait éduquer un enfant, qu'on le dresse en fait, parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Est-ce que tu as la sensation que si Nara, elle t'avait jamais dit « mais c'est pas normal », t'aurais pu reproduire ça ou c'était déjà ancré en toi ? Non, j'aurais jamais fait ça.
Je pense que peut-être si on fait un peu de psychologie en discutant, je pense que le fait de pas avoir d'enfant, c'était aussi une manière de pas vouloir reproduire ce truc-là et de reproduire potentiellement ce schéma-là. Et même si elle me l'avait pas dit, je peux pas faire ça. C'était impossible. J'aurais pas. Et je pense que même j'ai pas été violent quand j'étais ado, quand j'étais plus grand. C'était pas. Ça m'intéressait pas entre guillemets. C'était pas ça qui m'intéressait. Et puis j'étais pas dans ce répondant-là de manière globale. Moi, je pense que très rapidement, je fais non, c'est pas stylé comme ambiance. Puis ça marche pas, parce qu'en fait, il me défonçait et pourtant, je faisais quand même ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai vu que ça marchait pas, ça avait une limite. Tu peux défoncer autant que tu veux un enfant. S'il a décidé de faire ce qu'il a envie de faire, il le fera quand même. Il y a forcément des moments où t'es faillible. Donc j'ai fait, bon, en fait, ça marche pas, en fait. Vaut mieux qu'il t'aime, tu vois, vaut mieux qu'il te kiffe, plutôt que qu'il ait peur de toi et que dès qu'il ait une occasion de faire ce qu'il a envie de faire, en plus, bah, tu perds tout ton côté un peu éducationnel et la figure que tu peux représenter. Donc, même si elle me l'avait pas dit, je l'aurais pas fait. Je pense qu'il y a aucun de mes frères qui le fera. On n'est pas du tout là-dedans, en fait. Il y a aucun de nous trois qui est dans ce truc de vouloir taper, humilier. Il y a aucun de nous trois. Aucun. Est-ce que parfois, tu as la sensation, on le sait tous, les enfants peuvent nous pousser à bout, surtout si on est fatigué et si on a nos propres problèmes, quels qu'ils soient. Est-ce que tu as la sensation que parfois, ils peuvent venir déclencher quelque chose en toi ou ça t'a jamais traversé l'esprit ? Si, grave. Non, si, il y a plein de fois où je me suis dit, je comprends les parents qui pètent un câble, qui sont, je pense que psychologiquement parlant, qui sont pas prêts ou qui sont instables ou que ça vient... que des fois je me rappelle avec Roméo qui pleurait beaucoup parce qu'il était intolérant au lactose quand il était petit, on l'a découvert au bout de 3 mois. Il pleurait énormément. Donc en fait à la fin on se relayait, c'était ultra dur et des fois je me voyais, je le regardais et je me dis mais faut que tu taises, faut que tu te taises, j'en peux plus, je suis exténué, c'est ultra compliqué, mais je me dis mais là si je suis pas équilibré, possiblement il y a un drame qui peut potentiellement arriver, mais horrible, tu vois, genre, et là t'es comme ça, tu te dis waouh, ok, donc c'est maintenant que ça se passe, genre c'est quand t'es au plus fatigué, au plus mal, que ça fait des mois, des heures, des nuits entières que t'essayes de bien faire, ça peut à un seul moment, et c'est ce moment-là, et là t'es genre waouh, heureusement que t'as du recul, tu sors de la chambre, tu dis vraiment là tu comprends ce qui peut se passer, mais aujourd'hui, dans mon rôle de papa, est-ce que ça m'amène, le fait de pas contrôler peut-être, quand ils viennent me voir ou je les vois et qu'ils ont les mêmes mécanismes que moi, un truc que je fais aller malin, genre c'est ce que je fais. Donc je vois, ils reproduisent des trucs et je vois ce côté un peu malin, mais il y a que quand ils étaient bébés que j'ai trouvé ça excessivement dur. Et déjà, je voulais pas être papa. Donc je m'étais pas intéressé à tout ce qui était maternité. Donc moi, je suis en mode, j'ai peur de laver, pour laver, alors que j'étais ultra impliqué, hein, genre, on se relayait beaucoup avec Nara. J'ai jamais voulu être papa, donc il y a plein de trucs que je savais pas. Mettre une couche, j'avais jamais mis une couche. J'ai jamais mis une couche à part à mon fils la première fois. Il y a plein de trucs que j'avais jamais voulu, je m'étais jamais intéressé à tout ce système-là, donc je me retrouve avec, je découvre tout, tu vois. Genre, je découvre absolument tout. J'ai la chance que Nara, son frère, a eu une enfant jeune, donc elle maîtrisait le sujet, mais grave, donc elle était sereine. Mais bon, elle devient maman elle aussi sur cet aspect-là, donc elle découvre aussi plein de choses. Mais moi, j'étais en mode, je découvre un nouveau pays, quoi, genre une nouvelle langue, une nouvelle manière de fonctionner. Et je me dis, tiens, ça va pas s'arrêter. T'es fatigué, tu vas d'avoir un bébé, t'es exténué, et tu fais, en fait, putain, ça va jamais s'arrêter. Ça y est, c'est forever. C'est parti. Ça va jamais s'arrêter. T'es là en mode, waouh. Et là, tu découvres tout ce que ça représente. Et tous les à côté ultra cool aussi de ton enfant qui t'aime comme c'est pas possible d'aimer, et que toi t'aimes comme t'avais jamais imaginé aimer quelqu'un pareil. Donc tu découvres aussi ça, ce truc de putain, en fait, j'aime une personne mieux que moi. Et il y a pas d'effort. Il y a pas de besoin de tu vois, genre c'est genre je l'aime alors qu'il est chiant, alors qu'il m'énerve, alors que des fois j'en peux plus, mais j'arrive à quand même à l'aimer de ouf, tu vois. Donc c'est aussi une sensation intéressante. Pourquoi est-ce que tu es si dur avec toi sur le fait que tu penses que tu seras jamais un bon papa ? C'est ça que tu as dit là il y a quelques temps ? C'est fort.
Pourquoi je pense que je pense que dans ma vision, je pense que je suis relativement égoïste sur ce que je veux à titre individuel. Je suis prêt plutôt à passer un moment de famille plutôt que de faire ce que j'ai véritablement envie de faire dans ce que moi j'ai envie de faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'exagère, tu me dis on fait un week-end, il y a un week-end en famille et que tu me proposes un truc que moi j'ai véritablement envie de faire égoïstement parlant, il y a de fortes chances que je choisisse le truc que j'ai envie de faire moi entre guillemets. C'est pas tout le temps vrai, hein, genre je pas systématiquement sinon. Mais si j'ai le choix et que je peux le faire et que ça pose pas de problème d'organisation de famille, blablabla, je le ferai. Alors que par exemple, si je prends le cas de ma femme, elle kiffe les moments en famille de ouf. C'est son moment à elle et moi j'ai pas ce niveau-là de kiff quand on est tous en famille. Genre j'ai besoin de mes moments à moi tout seul dans des trucs où je fais mes trucs à moi. Donc je pense que c'est ce côté-là où je me dis je suis pas un giga papa de ouf parce que égoïstement, il me faut mes moments à moi solo où je fais des trucs que moi j'ai envie de faire et qui sont pas forcément familiaux. Alors que ma femme, pas du tout. Elle kiffe les moments en famille. Elle fait des soirées, elle fait des trucs. Elle est pas en famille, elle reste pas en autarcie où est-ce qu'on habite avec nous et genre, elle nous voue pas un culte, tu vois. Pas du tout. Mais elle kiffe ces moments-là alors que moi, je suis moins dans le kiff de ces moments-là qu'elle. Je suis en mode genre, j'aime bien, mais je peux pas, ça me nourrit pas pleinement. En tout cas, pas totalement. Je pense que c'est pour ça que je dis que je suis pas un giga papa de ouf, alors que je suis là tous les soirs, on passe du temps ensemble, on fait des bisous, on fait des câlins, on se dit je t'aime, genre il y a beaucoup d'amour, hein, genre il y a beaucoup d'amour, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je pense que je suis pas un giga papa, parce que je suis pas peut-être autant impliqué que je pourrais être impliqué dans cette manière de faire. Ton fils Roméo, il a 8-9 ans, 9 ans? Il va avoir 10 ans 10 en ans. décembre. Donc, ouais. Est-ce qu'il sait le genre d'enfance que tu as eu? On en parle. On commence à en parler, ce qui m'a posé des questions, parce qu'en fait, il a pas de grands-parents de mon côté. Il les a pas vus. Il me demande, en fait, on est parti du principe que s'il pose la question, c'est qu'il est potentiellement prêt à entendre la réponse. Donc, il y a pas très longtemps, je lui ai dit que mon père s'était suicidé chez moi quand on était petit. Il y a pas très longtemps. On a parlé avec lui parce qu'il voulait absolument savoir qu'est-ce qui s'était passé. On a attendu, il fait, ah, mais ben, il était malade. Et un jour, il vient, je sais pas où est-ce qu'il a entendu ça. Il me dit, papa, c'est quoi le suicide? Du jour au lendemain, à l'école, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc, il me pose la question, mais il fait, mais ton papa, c'est ce qu'il a fait? Je fais, oui, bah, mon père, le papa de papa, s'est suicidé quand il était petit. Donc, il nous a posé des questions, donc on parle de sujets. Et je lui explique que mes parents étaient aussi violents. Donc, il comprend aussi certaines choses, mais je pense qu'ils impriment pas vraiment, je leur donne pas des détails. Mais mon fils a des périodes où il pose beaucoup de questions sur le sujet. Beaucoup. Et des moments où il en parle plus du tout. Et des fois, il revient dessus. Ah, mais en fait, tu la parles plus parce que ça. Il pose plein de petites questions. Bah, moi, je pars du principe que s'il me pose la question, je peux répondre. En tout cas, bientôt, maintenant, à 10 ans, il comprend. Et c'est parce qu'en fait, quand je lui réponds, il réenchérit pas derrière. Il se dit pas, il a sa réponse. Ok, il part avec ça. Et il revient quelques semaines plus tard. Et il revient sur un sujet. C'est pas comme nous, les adultes, où on va expliquer, va plus loin. Hop, il a l'information. Ah, ok. Genre, et il part avec ça. Hop, et il revient quelque temps. Donc, on en parle. Il sait ce qui s'est passé. Il comprend le pourquoi du comment je ne parle plus à ma mère aujourd'hui. Mais ma fille un peu moins. Elle est un peu plus. Elle a 4 ans. 4 ans. Elle a 5 ans. Elle va avoir 6 ans cet été. Donc, c'est moins son sujet. Roméo, bizarrement, c'est plus son sujet. C'est un peu plus son sujet. Il a envie de savoir. Il a envie de comprendre. Ma fille, pour le coup, pour l'instant, c'est pas du tout son sujet, quoi. Dans la conférence que tu as donnée, je te disais tout à l'heure qu'elle était dure à écouter. Je pense que je me place du point de vue d'un adulte qui a des enfants et ça fait mal au cœur d'imaginer le petit garçon que tu as été et comment tu as pu être traité. Et ce qui est hyper fort dans ce que tu fais, c'est que tu tires des leçons de chaque chose affreuse et horrible que tu as vécue. D'où ça te vient, ça? Si tu peux un peu expliquer ce que tu retiens de comment tu as réussi à voir ces choses-là de manière positive pour t'en sortir. Je pense que c'est le fait de m'être toujours dit que j'étais chanceux. Mais cette phrase de me dire, mec, t'es chanceux. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça. Je pense que j'ai énormément de chance. Je me suis convaincu que j'étais potentiellement chanceux et que de retirer quelque chose de ça, c'était plus intéressant comme histoire à se raconter que de se positionner en victime. Je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir switché sur ce canal-là plutôt que la victimisation ou
le repli sur soi, ou il y avait ce truc-là aussi. Et je pense que il y avait aussi le fait d'être reconnu. Je pense qu'il y a le fait que je sois aussi premier de ma famille. Ça, c'est moi qui me le dis, mais je suis le grand. On était ultra proches avec mes frères aussi. On était très très proches encore aujourd'hui. La seule chose que mes parents ont fait de bien, mon père particulièrement, c'est que il était ultra violent, mais on était toujours ensemble avec mes frères. Donc ça a créé un lien de solidarité et de fraternité juste de ouf. C'est un peu comme l'armée, hein, genre c'est qu'on vit des moments difficiles, qu'on est un groupe. Bon bah voilà, lui c'était sa manière de créer du lien entre eux, entre mes frères et moi. Donc il y a eu ce truc de frère ultra fraternel, presque fusionnel même à un certain moment. On était tout le temps ensemble. Et moi j'ai vraiment eu ce rôle de grand frère. Donc je pense que le fait d'être grand frère, de voir les trucs positivement, de quand même continuer, de se faire défoncer. Mais mes frères se faisaient un peu moins défoncer que moi. On en parle avec du recul aujourd'hui, ils font mais genre toi ils t'ont défoncé, genre mais vraiment défoncé. Et putain, il continue d'avancer, il avance. Bon, il est chiant, il fait plein de conneries, il fait plein de trucs, mais il avance. Il y a ce truc de vouloir se dire mais vas-y, j'avancerai quoi qu'il arrive, je m'en fous, tu vois, genre ça a beau être compliqué, plus on me tape, plus j'ai envie de faire encore plus que j'ai envie de faire. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle c'est resté, c'est que j'ai dit il est hors de question que ça me bloque. Que ce soit compliqué, plus compliqué. Donc, quitte à ce que ce soit compliqué, mais je le ferai quand même. D'où le fait que j'en retire des enseignements, parce qu'en fait, pour de vrai, si je m'étais dit, allez, c'est mort, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça, je pense que j'aurais été dans un autre mood, j'aurais fait des conneries. Et je pense que aussi, j'ai eu quand même beaucoup de chance, que j'ai fait quand même pas mal de conneries, où j'en suis toujours très bien sorti. Je pense qu'il y a aussi une part de chance dans ce que je fais, qui est quand même non négligeable. Mais je pense que il y a le fait que j'ai de la chance, de me répéter que je suis chanceux, et le fait de quand même vouloir faire les choses, même si c'est compliqué, qui fait qu'aujourd'hui je peux me dire, en fait, avec un peu de recul, je comprends les enseignements, en fait, je les comprends, et je peux en tirer quelque chose, quoi. Aujourd'hui, ton métier, c'est de coacher les entrepreneurs, les aider à développer leur business. Est-ce que tu penses que ce que tu fais, ça vient aussi en partie de l'enfance que tu as eue et le fait de vouloir aider les gens à s'épanouir? Et parce que encore une fois, tu aurais pu aller dans le coaching à la dure, avec très à la française d'ailleurs, où on humilie, où on va dire ça c'est nul. T'es pas du tout comme ça. T'es complètement dans l'inverse, où tu montes les forces, où même je trouve que t'as beaucoup de bienveillance, de patience, de tranquillité. Tu penses que tu le puises de là? Ouais, parce que en fait, ce qui était cool avec ce qui était cool avec ce que j'ai vécu, c'est que cette hyper vigilance allait que je comprenne les humains vite. Fallait que je comprenne que quand mon père allumait une cigarette, c'était le moment où on pouvait descendre dans le salon sans potentiellement s'en prendre une. Fallait comprendre que fallait que je comprenne l'humain, fallait que je comprenne l'humain vite, rapidement. Donc et j'ai compris qu'il y avait quand même ils fonctionnent quand même à peu près tous de la même manière, de manière globale. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas, il y a des moments qui les rendent heureux. Donc je vois qu'il se passe quelque chose avec les humains. Je me dis tiens, c'est à peu près la même chose quasiment partout. En termes de partout, ça veut pas dire que tout le monde fonctionne pareil, mais il y a des patterns qui reviennent. Genre quand ils font certaines choses, ils se sentent bien. Quand ils font pas certaines choses, ils se sentent pas bien. Et je comprends que ça marche partout chez tous les humains tous les adultes qui sont autour de moi, et ça marche aussi chez les enfants. Donc forcément, quand je suis en hypervigilance, je suis en mode genre faut que je comprenne comment ça fonctionne. Je sens qu'émotionnellement il y a plein de trucs qui me touchent, donc ça imprime, sur hop, je comprends, ça imprime. Et en fait, aujourd'hui, le fait d'être coach, en ce cas d'accompagner des entrepreneurs, c'est que des gens qui ont des problématiques. C'est mon taf depuis que je suis là, de me dire comment on peut faire pour résoudre le problème. Donc pour moi c'est comme si je vivais dans l'eau et que les gens ils veulent nager, tu vois. Donc je en mode en fait c'est facile de nager, mais sauf que moi je suis dans l'eau depuis très longtemps. Je sais par quoi on va passer, je sais où on va aller. Et ce qui était rigolo avec le fait de faire du coaching, c'est que ça m'a permis de comprendre certains mécanismes de ok, donc il y a le cycle de ça, ok, ça fonctionne ça, ok, ça c'est ça, et de mettre des mots sur des systèmes que moi j'avais comme beaucoup de personnes, et je pense que tous les coachs le disent, sur plein de systèmes qu'on comprend, qu'on a vu, mais on a jamais personne qui l'a véritablement expliqué. Donc en fait, moi, je découvre ça et je me dis putain, ça c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ok, c'est ce truc-là. Donc je vois des mots, je vois des cycles, je vois des choses qu'on explique. Et je me dis en fait, je maîtrise le sujet en fait, sauf que j'avais pas les mots. Il y a pas les mots sur plein d'éléments. Et donc le fait d'accompagner les gens aujourd'hui, c'est des entrepreneurs. Je dis pas que c'est facile,
véritablement, au début, je trouvais ça même bizarre qu'on paye pour faire ça. Je me dis, c'est pas possible. On peut pas me payer pour faire ce truc. Pour moi, c'est trop facile. C'est trop facile. Ça me demande pas un énorme travail de se dire, il faut que je devienne ça parce que c'est la position qui... Non, je pense que j'avais de la chance que je l'avais déjà et je savais pas que c'était ça. Et je pense que ce qui me permet de travailler avec des entrepreneurs, c'est que c'est des problématiques, mais c'est des gens qui veulent trouver des solutions. Moi, je peux pas travailler avec des gens qui veulent pas trouver de solutions. Ça me rend ouf. Des gens qui veulent rester dans leur position, parce que moi, je l'ai pas fait, dans leur position et qui veulent pas avancer, je peux pas travailler avec ce type de personnes. Donc, les entrepreneurs qui ont des problématiques, qui ont besoin d'aide pour step up et pour continuer d'avancer et qui ont véritablement envie, mais à qui il manque une discussion, un élément qui permet de switcher un peu mais tu sais que c'est pas normal. Ah bon, c'est pas normal. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Le petit c'est pas normal que moi j'ai eu avec Nara, le petit déclic à la con qui change pas mal de choses. Quand tu bosses avec des gens comme ça, tu fais des trucs relativement cool, mais ce job de coach, en tout cas, c'est les compétences de coach que moi j'ai eues. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait ok, trop bien. Ça me permet de comprendre plein de choses que j'avais compris, mais que je savais pas expliquer. Je pense que c'est pour ça que les entrepreneurs, je kiffe bosser avec des entrepreneurs ou en tout cas des gens qui ont des problématiques qu'ils veulent résoudre, qui veulent aller plus loin que leurs problématiques. Et ça, c'est mon mindset de base. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est plus intéressant pour moi de travailler avec ce type de personnes. Finalement, le fait que toute ton enfance, ton père, il t'a humilié, toi, t'as réussi sans lui montrer, parce qu'évidemment, il est décédé et que c'est plus le cas, mais t'as surtout réussi à te montrer à toi-même que t'es plus fort que ces humiliations et que tu as un don, des compétences et que t'en as fait quelque chose dans cette vie. Ouais, tout ce que je veux dire, c'est horrible, mais je suis content qu'il soit décédé. Je pense que j'aurais pas eu la même vie s'il avait été là. Je pense que je me serais coltiné un boulet émotionnel, instable toute ma vie. J'ai encore une fois, j'ai de la chance qu'il soit malheureusement pour lui, parce que c'est pour lui que c'est malheureux, qu'il soit décédé, parce que j'ai pu continuer ce que j'avais envie de faire. En tout cas, la personne que j'avais comme projet de devenir, s'il y avait un projet, s'il n'y en avait pas vraiment, mais j'ai pu faire mes trucs sans me dire putain, genre à tout moment, ça continue quoi. Genre, encore une fois, j'ai de la chance là-dessus. Il est plus là, il fait du mal à personne, il fait du mal à plus personne, ni même à lui. Ce sujet, il est terminé. Donc j'ai aussi de la chance sur ça et que je sais pas si j'aurais fait ce que j'aurais fait s'il avait été là. Je sais pas. En tout cas, pas de la même manière ou je sais pas trop. J'avoue, j'y pense jamais. Je pense jamais à ça. Je sais pas ce que j'aurais fait. Est-ce que tu sais pourquoi t'as accepté de parler dans ce podcast, sachant que tu parles jamais de ça? Parce que c'est toi déjà. Humainement parlant, c'est une des choses ultra intéressantes que je pense que Nara, elle me dit souvent. Je parle souvent de Nara. Sur ces sujets-là, t'en parles jamais. Tu le dis jamais. T'as beaucoup de choses à dire. Et donc, je pense que c'est aussi me donner l'opportunité de me dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui va écouter ce podcast, parce que je suis pas le seul à avoir vécu ces genres de choses. C'est bien dommage, et qui va se dire putain, en fait, il y a possibilité de faire un truc cool, que c'est pas que compliqué, qu'il y a plein de solutions, qu'il y a peut-être un mec avec une barbe bizarre, qui s'appelle Roger, qui lui un peu a transformé ce truc-là, et que ça peut potentiellement aider une seule personne quelque part pour peut-être soit amorcer le travail, soit amorcer la prise de conscience, soit le transformer en quelque chose de ultra positif, sans qu'on ait besoin de bosser en one-one ensemble. Et peut-être qu'un jour ce sera des sujets sur lesquels moi j'irai et que peut-être je pourrai en parler, ou alors parce que encore une fois, comme c'est pas des sujets que j'ai bossé et que c'est quand même des choses qui en tant que papa, je me considère pas comme étant un super papa sur plein de sujets, on a déjà parlé. Je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire, tu vois, genre la maternité ou la paternité, j'ai l'impression de pas maîtriser le sujet, tu vois. Donc je me dis c'est peut-être aussi me donner l'opportunité que ça devienne un vrai sujet pour moi, et pourquoi pas essayer de me rapprocher sur de quelque chose qui pourrait avoir de plus en plus de valeur pour moi pour la suite, et intervenir sur ces sujets-là pour donner ne serait-ce que mon point de vue et montrer que c'est possible de faire un truc cool, même si on a vécu des trucs comme ça, et que on peut ne pas reproduire. On peut largement ne pas reproduire. Largement. T'as remarqué par contre que tu dis jamais, tu dis ces choses-là, ce que j'ai vécu, ça, mais tu dis pas la violence. Tu vois, tu ne nommes pas les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que pour un adulte comme moi qui n'ait pas vécu de violence physique,
Pour moi, ce que tu as vécu, c'est l'horreur et ça rentre pas dans de la normalité. Et c'est pour ça que je dis que même c'est dur à regarder ta conférence parce que j'imagine même pas ce que ça fait de vivre dans un climat de violence aussi fort. Mais je crois que tu n'as même pas utilisé le mot violent depuis le début. Non, je pense que là, je l'utilise jamais. Je l'utilise pas. Non, mais j'utilise pas le ouais, c'est vrai, c'est plutôt une très bonne remarque. Non, j'utilise pas le mot violence. C'est très drôle parce que c'était vraiment pour le coup, c'était violent pour le coup. Mais non, j'avoue, je l'utilise pas. Non, mais c'est marrant, c'est pas du tout marrant, mais ça correspond bien à ce que tu dis, que ta normalité, elle est complètement différente de ce qui est une normalité sans violence en fait. Donc moi, ça me choque plus que ça ne te choque toi-même qui l'a vraiment vécu. Ouais, c'est très bizarre alors qu'avec mes enfants, c'est ça qui est drôle et c'est pour ça que je pense que j'espère que quand ils seront gros, ils écouteront ça. Nous, on passe notre temps à se faire des câlins, tu vois, genre ça qui est rigolo. On passe notre temps à se faire des bisous, à se faire des câlins. Il y a toujours, tu vois, il y a toujours ce truc-là. Donc nous, il y a pas de violence, tu vois, genre même dans ma vie, il y en a pas. Il y en a pas. Donc c'est vrai que je l'utilise pas non plus. J'en parle avec Nara juste après. Non mais tu le dis que peut-être qu'avec ce podcast, ce témoignage, ça va déclencher chez des gens, voilà, peu importe ce que c'est, mais il y a peu de gens que je connais qui ont vécu une telle violence et qui en ont fait quelque chose d'aussi positif, c'est-à-dire qui, ne reproduisent pas ça avec leurs enfants, et deux, sont dans des valeurs qui sont à l'opposé de ce qu'ils ont vécu. C'est pas la majorité, sinon on serait pas un pourcentage, je vais le minimiser, on va dire 50% de gens qui tapent leurs enfants et qui trouvent ça normal. Je sais que c'est plus, parce qu'eux-mêmes ont été tapés. Donc, quand je dis que toi, tu brises le cycle générationnel de violence, c'est bien d'en parler, parce que c'est possible. Et dans le mécanisme que tu as eu depuis le début, c'était de dire, j'en parlerai jamais. Sauf qu'en n'en parlant jamais, ouais, on maintient ce truc de c'est normal et de ça arrive qu'aux autres ou ça n'arrive pas, ou de toute façon c'est dans les maisons, c'est dans les foyers, chacun sa merde et on va pas aider les autres. Et ouais, mais non, sauf qu'en fait il y a besoin. Ouais, et ce qui est rigolo, j'en ai parlé avec un de mes frères, je crois que c'était l'été dernier, et on avait discuté, on avait déduit. Je fais, mec, genre avec nous ça s'arrête. C'est marrant. On a pris conscience que je pense que c'était violent aussi vis-à-vis de mon père. Je pense que dans ça, et je fais, en fait, là, genre, moi, j'ai conscience. C'était cet été, quand on en discutait, je fais, en fait, avec nous, ça s'arrête. Genre, c'est, normalement, on est, nous, 3 garçons, avec nos enfants, on fera pas ça. Donc, en fait, le cycle de cette manière-là s'arrête. Et j'avais trouvé ça cool. Je me dis, je contribue à ma manière à faire quelque chose, qui peut aussi, pourrait dire à mes enfants, hop, c'est possible de pas le refaire. En tout cas. Mais ça, j'en ai eu conscience cet été, c'est marrant. Ça m'a fait bizarre de me dire, putain, c'est peut-être là que ça s'arrête. C'est le timing, c'est notre moment à nous de vie où on comprend, tu vois. Donc c'est assez drôle. C'est assez drôle comme sensation de dire que ça s'arrête avec nous. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, ton avec histoire plaisir. personnelle et ta force, parce que faut le dire. Et je pense que tu peux te dire que de briser le cycle générationnel, c'est être un bon papa. Parce que ça veut dire que tu protèges tes enfants. Et c'est ce qu'on doit faire en tant que parent quand même. Je prends. Merci beaucoup d'avoir me donné l'opportunité d'en parler. Je sais pas quand est-ce que j'en reparlerai. Je sais pas, on a peut-être ouvert une porte pour que tu aies une autre facette de ta vie pro. On sait pas. Ouais, peut-être le début de quelque chose. Merci Roger. Merci beaucoup Clem. C'était Roger Ormière, coach pour entrepreneurs-entrepreneuses. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. D'ailleurs, d'après Spotify, La Matrescence fait partie des 1% de podcasts dans le monde les plus partagés via WhatsApp notamment. Alors un très très grand merci. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur Patreon, www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Et si vous cherchez un épisode, rendez-vous sur www.lamatrescence.fr. Je vous promets, tous les épisodes jusqu'à aujourd'hui y sont. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.